merci à tous d'être venus aujourd'hui, même si pour certains c'est pour les pizzas, mais je dis rien. Alors aujourd'hui on va parler du Big Data, mais on va juste répondre à quelques questions, on va pas vraiment parler technique, ça va être juste 10 minutes de technique, mais plus, je pense que vous avez tous entendu parler du Big Data, je pense que vous en avez marre d'entendre parler du Big Data. Donc on va juste commencer par, en fait depuis la Grèce antique, quand un esclave ou un poète ou un politicien, ils voulaient avoir des réponses à leurs questions, à des questions importantes de leur vie, ils allaient voir en fait tous consulter un oracle. Donc voilà comment ça se passe. En fait, vous lui posez vos questions, vous vous mettez à genoux, et après elle rentre en une transe pendant 1 ou 2 jours. Et quand elle en sortait, elle vous livre ses prédictions comme réponse à votre question. Et en fait, depuis la Chine ancienne, à la Grèce antique, les calendriers mayas, on a toujours cherché dans les prédictions un moyen en fait de savoir ce qui allait passer dans l'avenir. Et tout ça en fait c'est pour prendre la bonne décision et pour ne pas rater la coche, parce que on sait tous que on a peur du futur, le futur est effrayable, mais si on peut se poser sur une garantie derrière, sur le résultat, si on connaissait le résultat d'avance, il devient plus engageant et c'est plus facile de prendre des décisions derrière. Et aujourd'hui on a un nouvel oracle, c'est le Big Data. Alors, en fait, le Big Data, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations qu'avant. On a beaucoup plus d'informations qu'avant, mais plus d'informations aujourd'hui, ça nous permet pas de voir plus d'informations de la même chose. Ça nous permet de voir aussi de nouvelles choses. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair et de voir sous un nouvel angle, en fait. Donc, juste un ordre de grandeur. Aujourd'hui, on crée 2,5 quantillions de données chaque jour. Chaque geste qu'on fait aujourd'hui dans notre vie, il génère des données. On va au foot, ça génère des données. On conduit notre voiture, ça génère des données. On va faire les courses, ça génère des données aussi. C'est juste, j'ai vu un documentaire, ils ont dit que c'était en 2017, je pense, qu'on a atteint 40 zeptaoctets. Zepta de données. Je savais pas que ça existait, zepta. Et en fait, les chercheurs, ils ont dit que c'est comme si vous prenez toutes les grains de sable qui existent sur cette Terre et vous faites x 75. Et ça, c'était le nombre de données qu'on avait en 2017. Donc avant, en fait, on avait des petites quantités de données, on les interprétait et on essayait de comprendre comment le monde fonctionnait. Aujourd'hui, avec plus de données, on peut voir des choses qui étaient imaginables auparavant. Donc ça, c'est quelques chiffres. Aujourd'hui, on a plus de 3,7 milliards d'êtres humains qui utilisent Internet. En moyenne, Google, il traite plus de 40 000 recherches par seconde, par exemple. Et pour comprendre un petit peu, là c'est Data Neversleep par exemple aussi, là on va parler des données générées par minute. Chaque minute en fait, par exemple, pour ceux qui leur intéressent, il y a Tinder 6 940 matchs. Voilà, vous avez encore votre chance, je dis ça, je dis rien. Il y a à peu près 3 800 000 de recherches par minute, Google. On a aussi LinkedIn, plus 120 profils par minute. Et pourquoi en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui et pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Et c'est bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous en avez marre d'entendre parler du Big Data, c'est vraiment regrettable parce que c'est un outil très puissant qui nous permet aujourd'hui et qui va nous permettre d'améliorer notre société et notre vie quotidienne en fait. Et pour répondre à cette question, il faut juste revenir un petit peu avant. Ça c'était en 1908 sur l'île de Crète. Il y a des chercheurs qui ont trouvé ce disque en argile. Et en fait, je vous montre ça, c'est pour voir à quoi ressemblait l'information dans le passé. Et voilà comment on stockait, voilà comment la société elle stockait les informations dans le passé. Ils ont daté ce disque de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il date de 4000, il est vieux de 4000 ans. Mais sauf que c'est juste pour vous dire que notre société elle a pas évolué tant que ça en fait, puisqu'on stocke toujours les informations sur des disques. Sauf que maintenant on stocke beaucoup plus d'informations sur un disque. Les traiter c'est plus facile, les chercher c'est plus facile, les transférer c'est plus facile. Donc avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec plus d'informations, on peut faire des trucs, comme j'ai dit, imaginables auparavant. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut dire, et là, c'est juste pour vous montrer la quantité de données qu'on a. Ça, c'est la ville d'Amsterdam, le 31 décembre. C'est le nombre d'SMS envoyés. Donc ça, c'est par exemple, c'était à 15h au début, 17h, et à minuit, tout le monde dit bonne année, voilà la quantité de données qu'on a après. Alors, en fait, aujourd'hui, on peut utiliser les données, on peut réutiliser les données à des fins auxquelles on n'avait pas pensé au moment où on les a collectées.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire que les données sont passées d'un, comme l'argile, le disque en argile, en fait, on peut dire que les données sont passées d'un état statique à fluide, d'un état immobile à dynamique, et c'est un flux maintenant, en fait, les données. Et donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, le disque, il est lourd, on peut pas pour le transporter, il est vraiment lourd, on peut pas modifier les informations qu'il y a dedans, et surtout, on peut pas partager les informations, en fait. Et alors que les données que Edward Snowden, il a pris de chez la NSA aux États-Unis, bah, eux, en fait, ils tiennent sur un clé USB qui ne dépasse pas la taille de 50 centimes, par exemple, et qui peuvent être partagés à la vitesse de la lumière. Donc, c'est juste parce que, alors, une raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup de données, c'est parce que on s'intéresse aujourd'hui à des choses auxquelles on s'est toujours intéressé, mais c'est juste que on s'est pas intéressé. On va dire, on n'a pas examiné les données pour en tirer quelque chose. Mais une autre raison aussi pour laquelle on a beaucoup de données aujourd'hui, c'est parce que on utilise des choses qui ont toujours été informatisées, et là on essaie de les transformer en données. Par exemple, si on prend, je vous montre la photo de Gandhi, si je prends la question de la localisation. Avant, si on voulait savoir à telle heure où se trouvait Gandhi, bah, le seul moyen, en fait, c'était de le suivre partout. C'était de le suivre et de écrire à telle heure il était là, à telle heure il était là. Aujourd'hui, on sait que quelque part, dans la base de données de votre opérateur de téléphone, il y a une entrée, il y a une donnée qui enregistre votre localisation. Que votre téléphone soit muni d'un GPS ou non, il y a toujours une antenne qui va aller chercher cette information-là et enregistrer cette information-là. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a transformé la question de la localisation en données. Si on prend un autre exemple, par exemple, on prend l'exemple de votre posture, aujourd'hui, la manière dont vous êtes assis tous. Ta posture, votre posture, la vôtre. Elles sont toutes différentes et elles sont toutes uniques en fait, parce que ça dépend de la longueur des jambes, ça dépend des courbes de dos. Et si on va dire, on va placer 200 capteurs dans chaque chaise. Et en fait, à la fin, je pourrais créer un index unique à chacun d'entre vous, une empreinte, on va dire, unique à chacun d'entre vous. Donc pourquoi je ferais ça en fait? Mais parce que en ce moment, il y a des chercheurs à Tokyo, ils utilisent ça comme un système d'antivol. C'est-à-dire, si un voleur va s'introduire dans votre voiture, il va s'asseoir, et la voiture, elle va reconnaître que ce n'est pas un conducteur approuvé. Et là, elle va appeler, par exemple, la police, elle va se mettre à klaxonner, à moins que vous avez un mot de passe, bien sûr. Donc, imaginons que toutes les voitures en Europe soient munies de ce système-là, en fait. Quelle perspective cela peut nous ouvrir, on va dire? Ben là, en rassemblant ces données-là, on peut prédire qu'un accident va se produire dans les 5 prochaines secondes. Et là, on aurait transformé la question de la fatigue de la conduite en données. Donc en fait, quand vous êtes en voiture et que vous allez vous endormir un petit peu, on a tous cette position-là, on va s'asseoir un petit peu plus confortablement dans votre siège, et là, la voiture, elle va savoir que vous allez vous endormir. Et elle va vous lancer un message, elle va vous dire « Réveillez-vous, concentre-toi sur la route, parce que là, vous allez vous endormir, en fait. » Donc, on a parlé de pourquoi tout le monde parle du Big Data. Alors, c'est quoi le Big Data au final? Avant de répondre à cette question, si jamais il y en a qui ont une réponse, qui ont une définition, je suis preneur en tout cas. Non. Déjà, y a-t-il des gens qui font du Big Data? Y a-t-il des gens qui ont entendu parler du Big Data? Oui. Voilà, ça marche, parfait. Alors, pour répondre à cette question-là, en fait, il faut s'intéresser au premier ensemble de données qui a changé le monde. Alors, le premier ensemble de données qui ont changé notre vision, on va dire, du monde, c'était l'ensemble des données, c'était l'astronomie. C'était l'ensemble des données collectées au fil des décennies par Copernic, et qu'ils ont montré que le Soleil, en fait, il bouge pas. Même si on le voit bouger tous les jours, le soir, le matin. En fait, c'est pas le Soleil qui bouge, c'est nous qui bougeons autour du Soleil. Et là, on a changé notre vision du monde. On a une nouvelle information qui nous permet on va dire, on a changé le monde. Et ça s'est reproduit encore une fois. Quand on a inventé en 1760, on a inventé des microscopes. Et là, on a pu voir des cellules, des bactéries, on a pu voir des êtres qu'on ignorait, en fait, leur existence auparavant. Et ça s'est reproduit encore une fois avec le microscope optique. Et là, on a vu des choses à l'échelle du nanomètre. On a imaginé ce que c'était l'atome, le noyau, l'électron, par exemple. Et je vous dis tout ça parce qu'en fait, le big data, comme la deuxième phrase le dit, c'est l'ironie, que le big data, c'est un microscope aussi. C'est un microscope parce qu'aujourd'hui, on collecte des données des pétaoctets, des données, des grosses volumes de données. Et qu'en fait, en utilisant des algorithmes puissants, on peut voir des choses qu'on n'a jamais pu voir avant. Donc en fait, le big data, c'est un microscope aussi. Avant, vous pensez à quelque chose,
vous le consignez à l'écrit, et ça devenait le savoir. Le big data, c'est tout à fait l'opposé de ça. C'est qu'on a une masse de données, et tant que quelqu'un ne s'est pas intéressé à ces données-là, tant que quelqu'un ne les a pas ordonnées de telle ou de telle manière, et de dire, bah là, je peux extraire une information très importante. Donc c'est ça le big data, en fait. C'est vraiment de voir des choses qu'on n'a jamais pu voir avant. Je vais juste vous montrer un petit passage d'un documentaire que j'ai trouvé intéressant. C'est juste... Voilà, c'est pour vous dire qu'on peut voir des choses qu'on n'a jamais pu voir avant. L'une des manières de voir le big data et tous ces outils de calcul dont on l'entoure, dans le but de dégager les tendances des données, c'est d'utiliser toute cette machinerie sur nous-mêmes. Au MIT, Deb Roy et ses collègues voulaient comprendre comment se fait l'apprentissage du langage chez les enfants. On a compris que personne ne le savait pour une raison bien simple, il n'y avait pas de données. De retour à la maison avec leur fils né à l'hôpital, Deb et sa femme ont fait comme tous les bons parents. Ils ont installé une caméra au plafond de chacune des pièces de leur maison et ils ont enregistré chacun des moments de leur vie durant 3 ans. Environ 200 gigaoctets de données tous les jours. On a fini par transcrire environ 8 ou 9 millions de mots. Et alors, on a pu identifier le moment précis où mon fils a dit un mot nouveau. On a appelé ça des naissances. On a pris cette idée de la naissance d'un mot et on s'est demandé pourquoi ne pas remonter dans le temps pour voir la période de gestation de ce mot. Le mot « eau », par exemple. On a visionné tous les passages où mon fils a entendu le mot « eau », ce qui se passait dans la pièce de la maison, si on se déplaçait. Et à l'aide de ces renseignements visuels, on a documenté le contexte où ce mot a été utilisé. On obtenait alors une sorte de panorama contextuel. On a donc appelé ça des prémoramas. Puis on s'est demandé quel était le lien entre le prémorama et le mot, si on pouvait prédire quand mon fils allait commencer à utiliser ce mot. En observant son fils, Deb a appris que la texture du prémorama a un potentiel de prédiction. Contrairement à la plupart des études antérieures qui avaient conclu que l'apprentissage du langage se faisait grâce à la répétition, l'analyse des données a montré que ce n'est pas la répétition qui génère l'apprentissage, mais le contexte. Les mots entendus dans plusieurs endroits sont appris en premier. C'est non seulement vrai, mais en outre, la valeur prédictive des prémoramas est bien plus grande que la fréquence, le nombre de fois que le mot est entendu. C'est comme si on construisait un nouvel appareil, un microscope, qui nous permet d'observer les structures autour de nous. Il y a une structure, une beauté et des patrons qui sont invisibles si on n'a pas les bons instruments. Et toutes ces données nous rendent plus aptes à percevoir ce qu'il y a autour de nous. Voilà, maintenant on sait comment enseigner les enfants. Donc, alors je vais juste revenir. Donc c'était pour montrer en fait qu'avec beaucoup plus de données, on peut voir de nouvelles choses et c'est pas forcément avoir plus d'informations sur la même chose en fait. Et bah, quand est-ce qu'on a commencé à parler du big data en fait? C'est ça, là on sait ce que c'est le big data, mais à quel moment on a commencé à parler du big data? Bah, en fait c'était dans les années 2000 à peu près, un petit peu avant. C'était le problème de Google. Alors en fait Google il voulait indexer tout le contenu du web. Il voulait prendre toutes les pages HTML et les indexer et créer un index inversé. Un index inversé, ça veut dire qu'on va récupérer tous les mots indépendamment de leur ordre, on va dire, et qu'à partir de ces mots-là, on va trouver la liste des URL. Et non pas à partir de l'URL, on va trouver la liste des mots. Et en fait, ils ont dit, bah, on va prendre à l'ordre de 2 milliards de pages HTML. Et avec 2 milliards de pages HTML, avec les disques durs qu'ils avaient à l'époque, bah, en fait, il leur fallait 10 jours rien que pour lire. Pas traiter rien du tout, 10 jours pour lire l'information. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, bah, on a un problème en fait d'architecture. Et donc, Jeff Dean, là, c'est une page de Jeff Dean qui parle du MapReduce, et c'est là où, on va dire, la notion du big data, elle a commencé un petit peu à naître. Et parce que lui, il a parlé du MapReduce. Le MapReduce, ce que c'est qu'on va diviser le traitement sur plusieurs machines en même temps.
Et ça nous permet du coup en fait d'exécuter la même chose. Ça nous permet de paralléliser le traitement. C'est-à-dire en fait c'est d'avoir un petit peu plus, de gagner du temps. C'est ça en fait Et je vous parle du MapReduce parce que après on va parler de Hadoop. Donc Hadoop c'était l'autre titre du DOM Event. Hadoop on l'appelle le Linux du Big Data parce que c'est open source. Et en fait pour comprendre ce que c'est Hadoop, il faut comprendre ce que c'est le grid computing. Le grid computing c'est une technique qui nous permet de distribuer un traitement à travers un cluster de serveurs. Et un cluster de serveurs, c'est un regroupement de machines, on va dire, qui sont machines puissantes, puissance calcul. Comme ça, si on a un qui crache, bah, on peut toujours faire notre calcul, en fait. Donc, je vous promets, c'est la partie la plus technique de tout le diapo. On va aller vite. Alors, c'est quoi Hadoop, au final? Alors, Hadoop, c'est un framework d'open source. Il a été conçu pour réaliser des traitements sur des volumes de données massives. Donc là, c'est vraiment, il s'inscrit sur le terrain du big data. Par exemple, c'est juste un exemple ici, c'est Yahoo, ils ont tiré l'équivalent de 500 gigas données en 59 secondes avec Hadoop. Donc comment ça fonctionne? Bah, comme je vous l'ai expliqué, en fait, c'est le principe, c'est bien connu, c'est on va répartir l'exécution d'un traitement sur plusieurs nœuds en même temps. Là, on va juste prendre un exemple pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, on va prendre une liste d'utilisateurs et on va vouloir compter le nombre d'utilisateurs. Donc, il y a deux logiques. La première chose qu'on va faire avec Hadoop, c'est on va découper la liste en plusieurs parties. Et après, pour chaque partie, on va dupliquer le traitement sur chaque partie, on va dire, l'exécution. Donc là, c'est quoi les différentes briques? Bah, en fait, chez Hadoop, on va tout le temps vous parler de HDFS et de MapReduce. HDFS, c'est on compresse les fichiers et on les stocke sur plusieurs serveurs en même temps. Ça, c'est le HDFS. Le MapReduce, c'est de diviser le traitement, en fait. Là, c'est diviser le HDFS, c'est diviser le stockage. Le MapReduce, c'est diviser le traitement. Donc là, c'est juste un exemple. Imaginons, on a une liste avec savoir-être, savoir-faire et son faire voir. Donc là, on va faire du MapReduce. La première partie, c'est on va découper. Après, on va mapper, c'est-à-dire devant chaque mot, on va mettre 1. Après, on va trier. On va faire, c'est comme si on fait un unique ici, en fait. Donc, on va compter. Et après, voilà le résultat qu'on a à la fin. Donc, avant juste de passer à l'étape suivante, il y en a qui font, à part ceux que je connaisse, il y en a qui font du SQL ici ou de la base de données. Voilà. Je vais juste vous montrer c'est quoi la différence entre Hadoop et SQL. Donc si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Alors on va aller ici. C'est juste trois comparaisons on va faire. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le schéma à l'écriture et le schéma à lecture, on va dire. En fait, quand SQL, quand vous avez une base de données A et vous voulez mettre des données dans B, bah, il faut connaître la structure de la base de données B avant. Et du coup, en fait, il faut adapter le contenu de A afin de le mettre dans B. Et si jamais on prend des données, par exemple, des numbers qu'on va mettre dans des chars, bah, il va pas vouloir, en fait. Il va nous sortir des erreurs et il va nous dire, bah, je peux pas le faire, ça. Donc ça, c'est le schéma à l'écriture. De l'autre côté, Hadoop, en fait, c'est le schéma à la lecture. Et là, en fait, ce que ça veut dire qu'on va prendre notre traitement et on va le compresser, nos données, on va le compresser, on va le mettre dans le serveur. Sans s'occuper de la configuration, on va dire, de la base de données, en fait. On va carrément le mettre comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, du coup, on va utiliser un code et on va appliquer les règles au code, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'appliquer les règles à la structure, on va appliquer nos règles, en fait, au code. Et ça, c'est, voilà, comme je vous ai dit, en fait, ça, c'est le schéma à l'écriture et le schéma à la lecture. Alors, la deuxième différence entre les deux, c'est que en SQL, en fait, il y a une relation entre les tables, il y a une cohérence entre les données, en fait, dans les tables. Alors que sur Hadoop, comme je vous ai dit, c'est le HDFS, on prend les données, on les compresse, et on va les mettre sur plusieurs serveurs en même temps. Voilà. Et ça fait partie on va dire, c'est l'un des points forts de Hadoop. On va juste voir ça après, mais c'est vraiment l'un des points forts de Hadoop. Par exemple, on va prendre 1000 serveurs et avec 60 utilisateurs Twitter, on va juste extraire des informations. Du coup, on va les mettre dans des serveurs différents et Hadoop il va garder trace de ces différents serveurs en fait.
Donc là, on peut voir que peut-être que il y en a qui vont dire, en fait, c'est un manque on va perdre on va perdre un petit peu de stockage, on va dire. Mais là, on pense qu'on va faire du big data, donc il y a plusieurs serveurs. Mais on va juste garder notre 1000 serveurs l'exemple et on va aller chercher sur Twitter, par exemple, le mot unhappy. Et on veut extraire les informations avec Hadoop. Donc en fait, comment ça se passe? On va appliquer notre code, bien sûr. Et notre code, il va faire du MapReduce. C'est-à-dire, en fait, pour chaque serveur, on va appliquer ce code-là, en fait. On va paralléliser le traitement. Et imaginons que dans chaque serveur, j'ai une partie, on va dire, j'ai une partie de l'année. J'ai par exemple, dans chaque serveur, j'ai janvier, j'ai février, j'ai mars, avril, par exemple, comme ça. J'ai les informations réparties par mois. Et là, l'un des points, on va dire, forts de Hadoop, en fait, si jamais, là, on va appliquer le code, mais si jamais il y en a un qui va crasher, c'est là où la différence avec SQL, c'est-à-dire, on va se poser la question, on va dire, est-ce qu'on doit attendre et on doit rien donner à l'utilisateur? Ou bien on peut lui donner des informations, les informations qu'on a, mais ça reste des informations, on va dire, consistantes. Et en fait, Hadoop, il va dire non, je vais donner les informations, je vais pas garder les informations. C'est pour ça, en fait, qu'on les distribue sur des machines de calcul puissance. Comme ça, quand il y en a un qui crache, les autres, ils peuvent en fait prendre le relais. Par contre, SQL, il va dire non, je vais attendre, moi, je vais rien donner. Si, par exemple, on prend plusieurs serveurs et on va appliquer le même traitement, il va pas nous sortir le résultat. C'est ce qu'on appelle le two-phase commit. Et juste pour vous montrer aussi, en fait, il y a pas, par exemple, c'est pas la manière dont Hadoop fait les choses est la meilleure, ou c'est pas SQL qui est meilleur. En fait, ça dépend des informations que vous avez. Si vous avez de ce genre d'informations, un streaming ou quelque chose, en fait, vaut mieux ne pas garder les informations. Mais si vous avez tout ce qui est marketing, tout ce qui est résultat de finance, tout ce qui est, on va dire, un truc commercial, vaut mieux faire la technique du SQL. Comme ça, vous avez un résultat réel à la fin, et puis les chiffres, ils correspondent, en fait, à la fin. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer aussi à la fin, en fait, qu'il y a des écosystèmes qui se sont créés à côté de Hadoop, et que les développeurs chez Facebook, ils savaient pas comment coder en Java. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué Hive, par exemple, et là, ça leur permet de faire du SQL. Donc en fait, on peut prendre des briques et les mettre à côté de Hadoop, afin de répondre à notre besoin. Donc, je vais juste revenir ici, on va parler de l'écosystème. On va parler de l'écosystème, du coup. J'étais là. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Je pense que vous avez entendu parler de Cassandra, HBase. Là, on parle du stockage. Là, le modèle de calcul Spark, par exemple. Hive de l'autre côté, c'est juste un petit peu du SQL. Impala. Je pense que il y a des termes comme ça qu'on a entendu parler. On savait pas que ça tournait autour de Hadoop. Alors, en fait, aujourd'hui, on exploite, comme je vous ai dit, un plus grand nombre de données qu'avant, donc les données ne naissent pas tous égales, bien sûr, et que la plupart d'entre elles appartiennent à des catégories traditionnelles, on va dire, et ne peuvent pas traiter. C'est pour ça qu'il y a de l'écosystème aujourd'hui avec Hadoop. C'est parce que Hadoop ne peut pas répondre à toutes les demandes, on va dire. Il lui faut du SQL, il lui faut du Java. Il y en a qui aiment bien écrire en query, il y en a qui aiment bien coder. Donc là, c'est les valeurs de Hadoop. Connaître l'inconnu, prédire et prévoir, je vais juste passer vite fait. Il faut adapter-vous plus rapidement et démontrer le succès. Donc on va revenir juste sur le Big Data. Et maintenant, on a expliqué ce que c'était, mais c'est quoi la plus-value, on va dire, du Big Data? Pourquoi on l'utilise aujourd'hui? Et en fait, l'une des applications les plus impressionnantes, on va dire, dans le Big Data, c'est le machine learning. C'est l'apprentissage automatique. Et pour comprendre ce que c'est une branche de l'intelligence artificielle, qu'elle-même est une branche de l'informatique. Et pour comprendre un petit peu ce que c'est le machine learning, il faut un petit peu revenir en arrière. Il y avait un informaticien chez IBM qui s'appelle Arthur Samuel. Lui, il aimait bien, son truc, c'est qu'il aimait bien jouer aux échecs. Et puisque apparemment, nous les informaticiens, on n'a pas beaucoup d'amis, donc il voulait écrire un programme pour jouer contre l'ordinateur. Donc il a écrit un programme pour jouer contre l'ordinateur. Il joue et il gagne. Il joue, il gagne, il joue, il gagne, à chaque fois. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je vais écrire un sous-programme à côté qui va tourner en arrière-plan, et que lui, après chaque coup, il va calculer la configuration, il va calculer la probabilité de perdre, ou comment on fait pour gagner, on va dire.
il joue et il gagne aussi, il joue et il gagne aussi, ça n'a rien changé. Sauf que là, il a laissé l'ordinateur jouer contre lui-même. Plus l'ordinateur, lui, il joue contre lui-même, plus il collecte des données. Et plus il collecte des données, plus sa précision de prédiction, elle augmente. Et en fait, Arthur Samuel, au début, il gagnait parce que l'ordinateur ne savait que les coups légaux. Et que Arthur Samuel, lui, il savait un petit peu plus, il avait des notions de stratégie, et c'est pour ça, en fait, il gagnait à chaque fois. Donc après, il revient vers l'ordinateur, il joue et il perd, il joue et il perd aussi. Et c'est comme ça qu'on a créé le machine learning au début. Et juste une question, c'est pourquoi aujourd'hui on a des voitures sans conducteur? Est-ce que c'est parce que notre code de la route aujourd'hui il est meilleur qu'avant? Est-ce que nos processus sont meilleurs qu'avant? Est-ce que nos algorithmes sont meilleurs qu'avant? Ce sont des choses très importantes, mais ce ne sont pas des choses décisives. Ce qui est décisif dans cette affaire, c'est qu'on a changé la nature du problème. C'est-à-dire maintenant, avant, en fait, on disait clairement à l'ordinateur, bah, tu dois conduire comme ça, tu dois faire comme ça, et tu dois te comporter comme ça, on va dire. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la nature du problème. On lui a dit, tiens, voilà beaucoup de données, débrouille-toi maintenant. Débrouille-toi pour comprendre que c'est un feu rouge et pas vert. Débrouille-toi pour comprendre que quand c'est un feu rouge, tu dois t'arrêter, tu dois pas continuer. Donc en changeant la nature de problème et en ayant un petit peu assez de données, on peut créer des choses aujourd'hui. Il y a aussi des chercheurs qui se sont intéressés au machine learning, on va dire. Il y a plein d'outils sur Internet machine learning. Traduction en ligne, c'est machine learning. Le moteur de recherche personnalisé d'Amazon, c'est machine learning. La reconnaissance vocale, c'est machine learning aussi. Et là, il y a des chercheurs, en fait, dans la santé, ils se sont intéressés à la machine learning, on va dire à l'apprentissage automatique, et ils ont dit, bah, on veut savoir le taux de survie de quelqu'un, on va dire. Et on veut savoir, en fait, le nombre de signes que la biopsie d'une cellule, c'est une cellule cancéreuse, on va dire. Et ils ont donné assez de données aussi à l'algorithme, ils lui ont dit, débrouille-toi. Et après quelques temps, en fait, l'algorithme, il a trouvé 12 signes qu'une cellule est une cellule cancéreuse. Le problème dans l'affaire, ou le hic, c'est que les médecins, eux, n'en trouvaient que 9. Il y en a 3 que l'ordinateur, il a trouvé tout seul, qu'on lui dise rien, on lui a rien dit, et sans faire de recherche. C'est-à-dire là, on est dans une ère, on va dire, où l'ordinateur, il est capable de nous surpasser dans une discipline que nous, on lui a enseignée, en fait. C'est ça le machine learning à la fin. Et il y a d'autres domaines, par exemple. Imaginons avant, pour prédire une épidémie de grippe, on doit attendre, c'était 2 semaines après l'épidémie, en fait. Parce que comment ça se passait avant, c'est que vous allez consulter votre médecin, et qu'après on va prendre toutes les informations et on va l'envoyer à l'Agence nationale de la santé. Et ce processus-là prend 2 semaines. Sauf que maintenant, et quand on vous l'annonce, bah c'est trop tard. Vous avez déjà peut-être la grippe, on va dire. Sauf que maintenant, c'est 2 semaines à l'avance qu'on peut prédire une épidémie, grâce à nos recherches sur Internet, par exemple. Mais ça peut aussi avoir un autre... on peut tromper aussi l'algorithme, par exemple. Il y avait une année où les médias, ils ont beaucoup parlé de la grippe, et que tout le monde par peur, du coup, il est allé voir, il a recherché est-ce que j'ai la grippe ou pas. Et du coup là, on a pu fausser, on va dire, les informations. Et le dernier exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est par exemple le trafic des lignes de bus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal d'avoir le même nombre de bus pour chaque ligne, on va dire? Est-ce que c'est pas plus intelligent de dire que bah il y a un jour où on va dire on a besoin ici de 15 au lieu de 10 et de l'autre côté on a besoin que de 5 en fait. Et là, si on donne assez d'informations à l'ordinateur, bah, il serait capable de faire ça. Par exemple, de dire, bah, aujourd'hui, cette ligne-là, elle est plus empruntée, donc on va mettre plus de ressources sur cette ligne-là. Donc, si je m'arrête juste ici, là, je pense que Laurent, il va me dire, bah, prends-nous 3-4 clusters et on va faire du big data. On va gagner de l'argent et ça a l'air cool ton truc. Mais le problème, c'est qu'il y a un revers, en fait. Il y a un danger au big data. Aujourd'hui, il est facile d'investir dans le big data, mais l'utiliser est difficile. Ça veut dire quoi en fait? C'est pas l'utiliser techniquement qui est difficile, c'est en tirer quelque chose qui est difficile. Parce que, est-ce que vous avez juste une idée, on va dire, de nombre de projets qui ne sont pas rentables big data? C'est 73, ouais. 73% des projets de big data ne sont pas rentables aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va attendre un petit peu pour le big data. C'est vrai aussi pour les projets pas big data. Ouais. Les projets pas big data, le chiffre ne doit pas être clair. Mais et pour répondre en fait, aujourd'hui c'est pourquoi on a plus d'informations mais on n'arrive pas à prendre des meilleures décisions. C'est ça la question en fait. Aujourd'hui on a des outils qui sont très puissants, on a des sociétés qui investissent énormément d'argent dans le big data mais ils n'arrivent pas à prendre des meilleures décisions.
Et il y a un problème, en fait. Et pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à la personne de Tracy Wong. Donc, Tracy Wong, c'est une ethnographe de technologie. C'est-à-dire, en fait, elle va conseiller les entreprises sur les modèles d'utilisation de la technologie. Et son centre d'intérêt, c'était le data. Et en 2009, Nokia l'ont appelé, ils ont dit, on aimerait bien faire une étude, on va dire, des recherches, sur le marché chinois et sur comment les Chinois faibles revenus, comment ils utilisaient la technologie. C'était quoi leur relation avec la technologie. Et elle n'a pas pris les données qu'il y avait, par exemple, dans le système pour analyser. Elle a préféré aller en Chine carrément, de passer du temps en Chine. Là, par exemple, on peut la voir en train de vendre des raviolis chinois à des ouvriers de bâtiment, par exemple. Elle a travaillé dans des cybercafés, elle a parlé beaucoup avec la jeunesse en Chine. Et en rassemblant ces données-là, elle a vu comment les gens jouaient, comment les gens utilisaient leur téléphone, par exemple, lors de leur transport au travail. Et en rassemblant ces données-là, elle s'est aperçue qu'il y a un changement qui va arriver. Il y a un grand changement qui va arriver. Parce que parmi toutes les pubs qui passaient à la télé, la voiture, les apparts et tout ça, en fait, seules les pubs d'iPhone intéressaient les Chinois. Parce que c'était seules les pubs d'iPhone qui leur promettaient un accès à une technologie de pointe. Et quand elle a vécu, par exemple, elle a vécu aussi dans des bidonvilles, elle a vécu dans des appartements avec eux, elle a fait vraiment exactement ce qu'eux, ils ont fait. Et elle a pu voir que même les plus pauvres, ils étaient capables d'investir la moitié de leurs revenus juste pour acheter une imitation chinoise d'un iPhone. Ça ressemblait à un truc comme ça. Et là, en fait, elle a pu voir que, en fait, même les plus pauvres en Chine, ils sont capables de dépenser beaucoup d'argent pour un smartphone. Et à l'époque, en 2009, il y avait des gens qui étaient très intelligents. Ils ont dit, les smartphones, c'est juste une mode. Et que qui voudrait porter un truc aussi lourd avec une batterie qui tienne pas un jour et que quand il tombe, il se casse. Et du coup, après, elle a pris ces données-là. Elle a dit, je pense que j'ai assez de données pour convaincre Nokia, pour leur dire qu'il y a un truc qui va se passer et qu'il faut maintenant que vous sortiez, par exemple, des smartphones. Et c'est la réponse de Nokia aujourd'hui. Ils lui ont dit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données et que rien n'indique que quelqu'un veut acheter un smartphone. Donc, vos données qui sont basées sur 100 personnes, certes, ils sont larges, mais ils sont trop faibles pour nous, pour que nous les prenions réellement au sérieux. Donc, en fait, ils lui ont dit carrément, c'est que tes données, c'est pas du big data, on les prend pas. Sauf que c'est normal, en fait, que Nokia, ils pouvaient pas prévoir ça. Parce qu'en fait, les enquêtes ou le système de Nokia, il se basait sur le fait que la personne ne connaissait pas ce que c'était un smartphone. Donc, si tu connais pas ce que c'est un smartphone, tu peux pas avoir de données qui te disent que quelqu'un veut acheter un smartphone dans les 2 années qui suivent. Et on sait tous ce qui est arrivé à Nokia après. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui arrive quand on manque le coche, en fait. On perd tout, on va dire. Mais le problème, c'est pas, juste je vous montre le Nokia parce que c'est le problème qui parle le plus, mais c'est le cas qui parle le plus, mais il n'y a pas que Nokia, en fait. Il y a beaucoup d'autres organisations aujourd'hui qui rejettent des données parce ils proviennent pas d'une analyse quantitative, par exemple, ou ne correspondent pas à une. En fait, il faut comprendre que le succès du big data aujourd'hui, il vient de la quantification des données ou des systèmes, on va dire, bien spécifiques. Donc, par exemple, imaginons notre code génétique, ou bien la logistique, comment livrer un produit, ou bien l'électricité. Ça, ce sont des systèmes indépendants. Mais quand on veut, on va dire, quantifier quelque chose qui est aussi dynamique que l'être humain, on n'est pas très très bon en fait à ça. On n'est pas très bon à modéliser ça. Parce que une fois on va prédire quelque chose chez l'humain, on se dit qu'on sait tout, et il y a un inconnu qui va arriver. Il y a une chose qui va arriver et en fait, ça nous fait on comprend plus rien. On comprend pas ce qui se passe, on va dire. Parce que c'est des systèmes dynamiques, en fait. Et donc aujourd'hui, compter uniquement sur le big data, ça augmente nos risques de rater le coche, tout en nous donnant l'illusion que nous savons déjà tout. Ça, en fait, on a ce qu'on appelle dans le big data les préjugés de quantification. C'est-à-dire, en fait, on a cette habitude inconsciente de privilégier le mesurable sur le non mesurable. Et on le fait tous, en fait. Imaginons qu'on a un fichier Excel. C'est très gratifiant quand tu ouvres un fichier Excel et que tu sais que ta règle que tu as mise, elle fonctionne toujours, en fait. Tous les numéros, ils sont là, et puis ta règle, elle fonctionne, tout est sous contrôle, et c'est bien. Mais le problème, c'est que quand tu quantifies quelque chose une fois, ça devient une addiction après. Et après, on rejette des données. On dit, en fait, si les données, ils vont pas avec ma règle, la règle que j'ai mise,
c'est à cause de ces données-là. On va rejeter les données numériques et on va dire, et après on va basculer vers un raisonnement miracle, on va dire il existe une solution très simple et on va changer le monde en fait. Donc, je vous montre ça parce qu'en fait, il y a pas plus effrayant que ne pas avoir une idée du futur, ne pas prendre une décision en fonction, on va dire, du futur, en fait, d'être comme Nokia, de ne pas savoir ce qui va se passer. Et là, on va prendre des mauvaises décisions et on va rater des trucs importants dans la vie. Et l'oracle que je vous ai montré tout au début, elle donnait ses prédictions et tout, bah elle, en fait, elle nous a donné le clé à tout ça, en fait. Elle détenait la clé, en fait, comment utiliser le big data aujourd'hui. Donc, en fait, ça, c'est le temple d'Apollo. C'est là où les oracles faisaient leur boulot. Et il y a des recherches dernièrement qui ont prouvé qu'en fait, le temple, il était bâti entre deux failles sismiques. Et les deux failles sismiques, en fait, bah, ils libèrent du gaz pétrochimique. Et ce gaz-là, par hasard ou par chance ou par malchance, bah, en fait, l'oracle, elle était assise juste au-dessus. Du coup, elle aspirait tout. Et elle planait. Elle planait, en fait. En fait, elle n'était pas en transe parce que elle était possédée de quelque chose. C'est juste qu'elle planait. Elle planait. C'est comme si elle fumait, en fait. C'est pour ça. Alors, Alors, en fait, la question, c'est que, mais comment une personne comme ça, comment on peut la croire, en fait? Comment quelqu'un a pu dire, bah oui, c'est ce que je voulais savoir. Bah, en fait, la réponse, c'est là, c'est les temples du guide. Vous voyez le mec là avec la personne avec le canier, avec le cahier orange, en fait. C'est quand les gens venaient pour poser leurs questions, bah lui, il se met au travail. Et il va observer les gens et leurs émotions aussi, on va dire. Et en fait, il va leur poser des questions. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Et t'es qui, en fait? Et qu'est-ce que ça va te changer, au final? Et que, au final, quand l'oracle, bah, elle disait n'importe quoi, bah, lui, en fait, il prenait ces informations-là qui sont pas quantitatives, mais qui sont qualitatives. Et il donnait la réponse aux gens. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça ce qui nous manque dans le big data, c'est les données, c'est le thick data. C'est les données denses, en fait. C'est exactement les données, c'est exactement les données que Tricia Wang elle a récoltées pour Nokia. En fait, ce sont des données qui sont fournies par les hommes, on va dire leur histoire. Et ce qui leur rend si consistant, c'est l'expérience et c'est l'expérience avec les êtres humains, on va dire. Et c'est connaître on va dire comment ils vivent, les émotions et tout ça, en fait. C'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin du thick data, en fait. Et si aujourd'hui on peut mettre le thick data avec le big data, alors on va construire une image très, on va dire, plus globale qu'avant. Parce que le thick data, on ancre les questions humaines, les questions commerciales dans les questions humaines, en fait. Ce qu'on fait avec le thick data, ce qu'on fait avec le big data, c'est qu'on tire le meilleur profit de l'intelligence artificielle. Ce qu'on fait avec le thick data, c'est qu'on va tirer le meilleur profit de l'intelligence humaine, en fait. Et si on met en jointure les deux, si on fusionne les deux, bah là, on va faire des trucs très intéressants. C'est comme Netflix, ils ont fait ça. Netflix, ils ont dit, bah, on va donner une récompense à chaque personne qui va pouvoir améliorer notre algorithme de suggestion. Bah, ils sont connus, en fait, ils sont forts pour ça, pour leur algorithme de suggestion. Et ils ont donné que chaque personne, bah, il y avait des gens, ils ont écrit des codes, ils les ont aidés. Mais sauf que c'était juste une petite, on va dire, c'était juste pendant 15 jours, c'était juste pendant un mois, en fait. Et après, la tendance, c'était l'appareil. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, on va recruter Grant McCracken. Lui, c'est un ethnographe aussi. Et lui, il va savoir pendant où on vote. Il va faire ses recherches, il va faire les recherches d'utilisateurs, il va connaître, on va dire, il va savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre système. Et lui, il s'est rendu compte que les gens, en fait, n'avaient pas honte du binge-watching. Je sais pas si vous savez ce que c'est le binge-watch. C'est quand on regarde plusieurs épisodes de la même série. C'est ça, en fait. Et lui, il s'est rendu compte que les gens, bah, en fait, non, ils sont bien, et que c'était pas une honte de regarder la même chose, et c'était pas une honte de disparaître pendant 4 heures ou un week-end, on va dire, pour regarder Game of Thrones ou quelque chose comme ça. Du coup, ce qu'ils ont dit, bah, c'est génial, en fait, cette information-là, on l'a pas. Parce que, il faut voir que quand on fait du thick data et du big data, c'est on va travailler sur les données qu'on a déjà recueillies à cause du big data, mais on va travailler sur les données qu'on n'a pas encore recueillies. C'est ça, en fait, le point fort. C'est que là, on va se poser les questions, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, en fait, là? Et du coup, ils ont pris cette information-là qui est qualitative et ils l'ont comparée à leurs données,
qui sont grâce à leur système du Big Data, ils ont comparé cette donnée-là, ils l'ont fait vérifier. Une fois que c'est vérifié, ils ont dit génial, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc très simple. On va, au lieu d'offrir, on va dire la même émission, mais pour plusieurs genres, on va ouvrir, tout simplement, on va juste offrir la même émission, mais plus d'épisodes de la même émission. Et ils ont changé carrément toute leur interface juste pour les binge-watchers. Et en fait, là, ils nous ont un petit peu facilité la vie, comme ça, on a juste à cliquer après. Et on sait tous que Netflix, maintenant, ils se portent très bien et ils ont doublé leur stock, ils ont doublé leur aussi chiffre d'affaires. Mais après tout ça, en fait, c'est que le problème, c'est pas de vendre plus de téléphones ou bien juste de regarder plus d'épisodes. En fait, fusionner le thick data avec le big data, c'est aussi une question de vie ou de mort pour certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, la police, par exemple aux États-Unis, ils utilisent la big data en fait. Ils utilisent que les données qui sont quantitatives. Si jamais vous venez d'un milieu, ils savent que vous allez faire une connerie à certains moments. Aujourd'hui, on est puni en fait à cause de nos prédictions. Et en fait, ça, ce qu'il fait, c'est que ça fait que renforcer les préjugés qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi l'algorithme, par exemple, de Skynet. C'est celui de la NSA, qu'il utilise la NSA. Et en fait, il a tué, on va dire, il a probablement tué des milliers de civils au Pakistan, juste parce qu'il a mal interprété des cellules de métadonnées. Et puisqu'aujourd'hui, on va dire, notre vie, elle devient de plus en plus automatique avec toutes les applications qu'on a, en fait. Je pense qu'à certains moments de notre vie, on va tous s'affecter par les données quantitatives, par les erreurs, en fait, les erreurs des données quantitatives. Et mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait, on va dire, on a fait un grand pas en passant de l'oracle qui disait n'importe quoi au big data maintenant qui donne des prédictions. Et on a des meilleurs outils en fait aujourd'hui. Donc il suffit juste de les mieux utiliser en fait. Et pour ça, il faut juste faire comme l'oracle, il faut ramener nos guides, on va dire, il faut ramener nos guides au big data. C'est-à-dire nos guides en fait c'est qui? C'est les ethnographes, c'est les chercheurs sur les utilisateurs. Et comme ça, on a le thick data, on a les données denses, et ça va nous permettre, en fait, faire ce travail-là, il est très important. On peut le faire dans des sociétés, on peut le faire dans des associations non lucratives, on peut le faire pour soi aussi, en fait. Mais rassembler ces deux données-là, en fait, c'est tout simplement, ça implique que nous nous engageons à créer des données meilleures, des meilleurs algorithmes, meilleurs résultats aussi, et meilleures décisions. C'est de cette façon-là que nous éviterons de manquer le coche. Et c'est de cette façon-là qu'on va faire baisser le taux de 73% des projets Big Data qui sont un échec aujourd'hui ou qui ne sont pas rentables. Voilà, c'était tout pour moi. Merci à tous.